Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Aria Et je suis avec Tristan du coup. et aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi les interfaces cerveau-machine ne font pas encore partie de notre quotidien. On nous parle depuis des années de la révolution des interfaces cerveau-machine. On voit passer beaucoup de vidéos de bras robotiques contrôlés par puce. On vous en a même parlé, on vous en a même montré. Mais en fait, il y a quand même des choses où on ne comprend pas pourquoi ça ne fait pas partie de notre quotidien. On a vu passer récemment des patients qui sont complètement paralysés, qui arrivent à jouer à des jeux vidéo, qui arrivent à taper, à écrire sur un clavier. Mais on peut aussi voir passer sur Amazon des casques EEG qui boosteraient un peu la concentration. Parce qu'entre une preuve scientifique et un produit robuste et utile pour le quotidien des gens, il y a un certain nombre de défis à relever, des défis techniques, des défis algorithmiques, des défis humains. Et on va vous les présenter sans pour autant désespérer, parce qu'il faut que vous sachiez que c'est pas non plus insurmontable. Le premier obstacle qui saute aux yeux pour le passage des interfaces cerveau-machine vers le grand public, c'est le form factor. Aujourd'hui, un casque EEG, c'est généralement un gros bonnet qu'on met sur la tête avec entre 32 et 64 électrodes. On va venir injecter du gel conducteur dans chacune des électrodes une à une. Ce gros bonnet, il est relié avec un long fil jusqu'à un amplificateur qui fait à peu près la taille d'une petite boîte de chaussures. Et en tout, on a un setup qui prend entre 30 et 40 minutes. Donc déjà, ça, on se doute bien que c'est pas un produit qui sera très facile à utiliser pour le commun des mortels. C'est un produit qui est parfait pour un setup de laboratoire. On va être dans une cage de Faraday, tout est contrôlé. Mais justement, donc cette question du form factor, le fait de modifier la forme que ça prend un casque, c'est une question qui va être essentielle. Il faut que ça soit léger à porter, il faut que la taille soit petite, et de base même, porter un truc sur la tête, c'est pas quelque chose que tout le monde accepte. Non. Donc il y a en fait beaucoup de contraintes d'ordre techno et beaucoup de compromis à faire. Si on veut beaucoup d'électrodes pour couvrir beaucoup de surface et du coup avoir beaucoup d'informations cérébrales, le casque il va devenir lourd, il va devenir pas pratique à porter. Si à l'inverse on fait un casque qui est très léger avec une miniaturisation, des amplificateurs vraiment petits et peu d'électrodes, on aura moins d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur du crâne et en plus l'information sera bruitée. En ce moment, les avancées technologiques sur le form factor ont choisi deux directions principales. On va avoir d'un côté les casques qui sont légers, robustes, rigides on va dire, et qui ont peu d'électrodes. Et de l'autre côté, on va avoir les casques souples, intégrés à des textiles, mais là on va avoir une installation qui va être très demandeuse en termes de temps, parce qu'on va devoir installer un film qui touche directement le cuir chevelu, et donc là ça va aussi prendre du temps. Donc pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle. Alors on peut penser aux électrodes qui sont maintenant dans les écouteurs. Elles ont un autre problème, c'est que en fait on va pouvoir que capter le cortex auditif. Donc c'est intéressant pour si vous voulez écouter de la musique, etc. Mais en revanche, pour capter du cortex moteur, ça marche pas. Alors directement lié à ce problème de form factor, en fait, il y a le contact avec le crâne qui est l'électrode. Dans un casque classique, celui dont on vous a parlé à 64 électrodes, ça va être du gel salin qui fait le contact. Ça a une impédance de 5 kΩ, donc c'est très bas et ça permet d'avoir une bonne qualité de signal. Le problème, c'est que le gel sèche au bout d'un moment et de toute façon, on ne pourrait pas l'installer on the fly. C'est pas du plug and play. C'est pas du plug and play. Le système doit être installé par quelqu'un d'autre en fait que vous. Et de l'autre côté, on a les électrodes sèches, qui elles n'utilisent pas de gel, d'où leur nom de sèche, et qui reposent sur le fait que l'électrode en elle-même va se faufiler entre les cheveux et aller faire un contact avec le cuir chevelu directement. Et ces électrodes peuvent être faites soit en acier inoxydable, soit en polymère de carbone, en or aussi, on a des électrodes. Et ces électrodes vont généralement avoir des impédances qui sont beaucoup plus élevées. Alors sur les électrodes à gel, on était de l'ordre de 5 kΩ. Là, on va plutôt être entre 20 et 200 kΩ d'impédance. Ce qui a donc pour effet, Tristan, de dégrader le ratio signal sur bruit. Voilà. Malheureusement, c'est pas que un problème de contact avec la peau. On a l'impédance au niveau du cuir chevelu, mais on a aussi un problème de traitement du signal en amont. Ce qui est fait dans les électrodes à gel, il y a des amplificateurs pour amplifier énormément un signal pour justement enlever ce bruit. Le problème, plus votre amplificateur il est grand,
plus Plus il faut il est de la grand. place. C'est mécanique. Ça pose un problème parce que pour faire de la miniaturisation, ça peut pas le faire. Il y a certaines architectures où on va avoir l'amplificateur qui va être placé pile à l'endroit où il y a l'électrode, et ça va permettre d'éviter d'avoir tout le bruit le long des câbles, mais bon, ça enlève pas tout. Différentes équipes travaillent justement sur le fait de développer des électrodes et sèches et actives. Et ces électrodes permettraient d'avoir des performances qui se rapprochent des casques à gel sans pour autant les atteindre. Mais pour des applications BCI assez simples comme l'imagination motrice, c'est assez suffisant. Et donc ça pourrait être utilisable pour une machine du quotidien ou pour une machine pour le grand public. On va avoir des signatures très rudimentaires de ce qui se passe dans le cerveau, et c'est ça qui permet de déjà faire un premier niveau de contrôle. Imaginons qu'on ait résolu ce problème du hardware. On a un casque qui est léger, facile à enfiler, limite qu'on pourrait le plier ou le tordre et le mettre dans la poche, et hop, c'est parti. Maintenant, on va se confronter à un problème qui est peut-être plus compliqué encore, qui est l'algorithmique derrière. là, on a un signal qui arrive propre à l'ordinateur, et avec l'algorithmie, il faut réussir à le décoder, le comprendre. Les algorithmes de décodage classiques en électroencéphalographie marchent dans un contexte contrôlé. En fait, quand on a un protocole qui est bien standardisé, qu'on a un sujet qui est reposé, qu'on a fait une calibration pendant une vingtaine de minutes, ok, les algorithmes arrivent à détecter différents états mentaux précisément, que ce soit moteur, concentration, pour un sujet donné. Mais même si on arrive à atteindre 90% d'accuracy, de précision sur la classification des données pour de l'imagination motrice, c'est pas du tout la même quand on est dans le monde réel. Mais tu fais bien de parler de la vie réelle, parce que le signal EEG, il peut être influencé par énormément de facteurs extérieurs. Il peut être dépendant de ton humeur, de ton état de fatigue, de si tu as bu un café, de si tes électrodes sont placées correctement sur ta tête, de si le contact est bien fait entre les électrodes et le cuir chevelu. Enfin, on pourrait continuer, la liste est longue. Ce qui est important à retenir, c'est qu'un modèle entraîné le matin peut être significativement moins bon sur le même sujet 1 heure plus tard. Du coup, ça s'appelle comment ce truc ? Ça, c'est ce qu'on appellerait le drift des modèles. Les modèles dérivent, ils s'éloignent petit à petit de la côte. Ce qui justement explique ce besoin qu'on a dans les systèmes BCI aujourd'hui à constamment recalibrer. Il y a plusieurs approches pour essayer de répondre à cette problématique. Il va y avoir des méthodes qui sont dites adaptatives, où en fait le signal va rentrer en permanence dans un modèle qui réapprend sur les nouvelles données d'entrée, et du coup qui permet de compenser ce drift. C'est pas miraculeux, mais c'est une des techniques qui est proposée. L'autre technique, ça va être des méthodes qui sont un peu plus robustes aux variations. On a par exemple la géométrie riemannienne qui va, au lieu de regarder un espace euclidien du signal temporel, va aller regarder en fait dans un espace non euclidien, donc en projetant les électrodes dans un autre espace. Il semble qu'il y ait une forme de stabilité du signal. La dernière approche, c'est d'utiliser des algorithmes de fondation comme GNet, qui a essayé de montrer qu'il y avait une certaine stabilité du signal quand on apprend sur une énorme quantité de données. Généralement, ce que ces réseaux de neurones font, c'est qu'ils apprennent les distributions des données qu'on leur donne à l'entrée. Et donc, en apprenant une distribution la plus générale possible, en théorie, on devrait pouvoir s'en sortir. Mais comme l'a dit Tristan, on a plusieurs pistes de solutions, mais aucune ne résout le problème. Et c'est pour ça que c'est encore aujourd'hui un domaine de recherche actif. On vient de vous parler des changements pour un individu donné, mais évidemment, il y a aussi des variations entre les individus. Des formes de crâne qui sont différentes. On va avoir en fait à l'intérieur les cortex moteurs par exemple qui va pas avoir le même nombre de neurones, qui va pas avoir le même nombre de chaînes de connexion. Évidemment, ça change la façon dont le signal va apparaître au niveau de l'électroencéphalographie et même en général. Donc il va falloir des méthodes qui peuvent faire ce transfert entre les individus, parce que si on a un algorithme qui a bien entraîné sur un individu donné, il ne va pas avoir des super bonnes performances pour un autre individu. Donc on va avoir deux grosses familles de méthodes qui vont nous permettre de répondre à cette problématique de transfert intersujet, qui vont être d'abord le transfer learning. Donc on va entraîner un modèle sur une très large base de données avec énormément de sujets différents, et ensuite faire un fine-tuning sur un sujet en précis. Quand je dis fine-tuning, en fait, ça revient à refaire de la calibration, mais cette fois-ci, c'est un peu raccourci parce qu'on suppose que le modèle a déjà eu beaucoup de gens et donc il n'a pas besoin d'avoir un entraînement très extensif sur la personne en précis.
Et la deuxième famille de méthodes vont plutôt être sur l'adaptation de domaine, où justement on va essayer de ramener les signaux et de les transformer d'une manière à ce qu'ils tombent dans une distribution qui soit connue. Au lieu d'adapter l'algorithme à la personne, on adapte les signaux de la personne à l'algorithme. Si on faisait un parallèle avec des choses qui sont déjà connues, le transfer learning, ça ressemblerait un peu à lorsqu'on set up notre empreinte digitale sur le portable. On a juste besoin de faire quelques pressions et le portable sait reconnaître directement une empreinte digitale. On n'a pas besoin de faire un scan complet. Alors que l'adaptation de domaine, ça ressemblerait plutôt à une photo d'identité. On demande à tout le monde de prendre exactement la même photo avec la tête placée dans le même endroit. Donc là, on force plutôt le sujet à s'adapter à ce qui est demandé pour le standard demandé. Du coup, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager tout ce qu'on fait avec vous. On vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On va essayer de reprendre le rythme un peu plus régulièrement comme avant. Et voilà. Et à bientôt. Yes. Peace.